Bien, mes chers amis, et mes chers camarades, quel bonheur de recevoir ici le Premier ministre de la France, Jean-Marc Ayrault. Faites-lui une ovation. Voilà. Il est accompagné de deux ministres. Il est accompagné de deux ministres du gouvernement. François Lamy me acceptera que je parle d'abord de Frédéric Cuvillier. C'est le représentant du Nord-Pas-de-Calais, le grand maire de Boulogne, aujourd'hui ministre délégué au transport et à l'économie maritime. Et puis bien sûr François Lamy, ministre délégué à la ville, qui est à Lille chez lui, parce que chacun le sait, c'est mon frère en politique. Je voudrais saluer beaucoup d'amis qui sont là. Adeline Hazan, maire de Reims. Saluer bien sûr Gilles Pargnot, vous l'avez vu avec son talent habituel, notre premier fédéral. Je voudrais saluer Harlem Désir, numéro 2 du parti, coordonnateur de la campagne, qu'il faut applaudir, ainsi que Guillaume Bachelet, le porte-parole de la campagne et celui qui a écrit le projet des socialistes. Donc la victoire lui doit à lui aussi beaucoup. Je salue nos sénateurs et députés sortants du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Oise, de la Somme, nos députés européens, Patrick Kanner, le président du Conseil général du Nord, et ses collègues de l'Eure, Jean-Louis Destan, et de l'Oise, Yves Rome. Je salue Pierre de Saint-Ignon, premier vice-président de la région Nord-Pas-de-Calais, premier adjoint du maire de Lille. Je salue aussi particulièrement le secrétaire général du PSE, du Parti socialiste européen, Philippe Cordery, qui est notre candidat dans la 4e circonscription des Français de l'étranger et qui a fait un score extraordinaire au premier tour, qui nous donne beaucoup d'espoir pour le second. Je salue le président du MRC, Claude Nicollet, et le président de la Fédération du Parti radical de gauche, Jacques Muttez. Ils sont là tous les deux avec nous. Et puis vous comprendrez que je veux saluer tout particulièrement tous nos candidats. Tous nos candidats, je ne peux pas tous les citer, et leurs suppléants. Je voudrais en citer un seul, Philippe Kemel, qui se bat avec un grand courage, et j'en suis sûre avec beaucoup de succès, contre Marine Le Pen. Je pense que Philippe est exactement ce que les Français veulent de la politique, c'est-à-dire un homme engagé, un homme qui sait que tout s'acquiert par le travail, par la conviction, par la détermination, que rien n'est donné, et surtout un homme qui tient parole et qui connaît les difficultés des hommes et des femmes de sa circonscription, mais qui connaît aussi la façon de les en sortir, car il a commencé à travailler sur la réindustrialisation d'Hénin-Beaumont et de cette circonscription. Je crois que c'est vraiment là que les habitants ont besoin d'avoir un élu local, un élu engagé, un élu déterminé. Et je crois que ceux qui se sont égarés par un vote vers Marine Le Pen, ils n'ont pas besoin qu'on les insulte, ils ont besoin de réponses concrètes. C'est ce que fait Philippe avec beaucoup de courage. Il gagnera le 17 et la circonscription sera bien représentée. Voilà, alors mes chers camarades, vous dire le bonheur de vous retrouver ici. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous étions là pour lancer la mobilisation pour notre candidat François Hollande. Et vous le savez peut-être, il est aujourd'hui président de la République française. Quel bonheur pour chacun ici. Je pense qu'un autre bonheur nous attend si nous sommes capables de nous mobiliser fortement. C'est celui de lui apporter une grande majorité à l'Assemblée nationale le 17 juin. Il en a besoin pour mettre en place les engagements qu'il a menés. Je voudrais saluer très chaleureusement Jean-Marc Ayrault. Nous étions dans sa belle ville de Nantes il y a quelques jours, déjà main dans la main. Ça étonne beaucoup de gens, mais c'est comme cela. Nous avons l'habitude de marcher main dans la main et nous allons continuer. Et d'autant plus que nous admirons beaucoup Nantes ici, mais nous admirons surtout ce qu'a fait le Premier ministre en quelques semaines. Et je voudrais vraiment te dire le bonheur, particulièrement ici dans le Nord, de t'accueillir au lendemain du jour où tu as pris le décret sur la retraite à 60 ans pour les salariés qui ont 40 ans d'annuité, 41 années d'annuité.
C'était un des engagements de la campagne. La promesse est tenue. Je pense qu'on ne pouvait pas inaugurer le quinquennat de meilleure manière, parce que c'est à la fois une mesure juste, une mesure qui montre où est le cœur de la pensée des socialistes aujourd'hui et des hommes et des femmes de gauche, une mesure qui marque du sceau de la justice ce que sera le quinquennat de François Hollande. Mais il y en a eu beaucoup d'autres, des engagements tenus en si peu de temps par Jean-Marc Ayrault et par son gouvernement. La parité d'abord au gouvernement, promesse tenue. Eh oui, et même les hommes maintenant applaudissent au Parti socialiste. Ça, c'est nouveau. C'est la rénovation. Voilà. La baisse de 30% des salaires des ministres, promesse tenue. L'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire de 25%, qui sera d'ailleurs versée dès la fin août. Très important ici aussi pour beaucoup de familles. Le plafonnement de 1 à 20 des salaires dans les entreprises publiques, là aussi, promesse tenue. L'abrogation de la circulaire Guéant sur les étudiants étrangers, promesse tenue, car pour nous, les étudiants étrangers ne sont pas une charge. Ils seront demain les ambassadeurs de notre pays partout dans le monde. Et puis là aussi, la France est autre chose que cette façon de diviser et de montrer du doigt. Là aussi, prendre cette mesure immédiatement, c'est tout un symbole de la force de l'engagement du Premier ministre et du fait qu'il ne reculera jamais. Il gardera, comme disait François Mitterrand, la nuque raide quand il pense que ce qu'il fait est juste. Et cela, c'était juste, mon cher Jean-Marc. Bravo aussi pour avoir fait cela. L'annonce déjà du recrutement des 1000 postes dans l'éducation nationale à la rentrée, mais pour ça, il va falloir le voter au mois de juillet. L'encadrement des loyers, promesse tenue avec le décret Duflot, prélude à la concertation et à une loi. Voilà, en quelques jours, et beaucoup de travail déjà mis en place pour poursuivre. Derrière, en quelques jours, le changement est en marche grâce à notre gouvernement et je voulais l'en remercier au nom de tous. C'est un changement de politique, mais c'est aussi un changement de méthode. Vous l'avez vu, le gouvernement a lancé dans tous les domaines la concertation, le dialogue, la négociation. C'est notre culture, mais c'est aussi, nous le savons, la condition de la réussite. Fillon, c'était j'écoute, parce qu'il dit toujours avec un ton extrêmement aimable. Ah, ça me permet de voir que c'est bien plein, là. Bravo, merci. Je disais donc, Fillon, c'était l'écoute sans entendre, et Jean-Marc Ayrault, c'est le dialogue sans attendre dès le premier jour. Et c'est cela qui fait que nous sentons que les choses changent. La grande réforme de l'éducation nationale, elle est sur la table. La grande réforme des retraites, la préparation. Le Premier ministre nous en parlera tout à l'heure, je n'en dis pas un mot, de la grande rencontre avec les organisations patronales et syndicales pour relancer la croissance, l'emploi, le pouvoir d'achat, l'ensemble des concertations sur le logement. Bref, tout est sur la table et je pense que c'est vraiment un changement absolument extraordinaire. De la même manière, le président de la République a reçu les chefs de parti cette semaine pour aller avant d'aller au G20 et à Rio+20 pour les entendre et il s'est engagé à le faire pour tous les sujets importants. Alors, M. Fillon s'en inquiète. C'est vrai que pour lui, dialoguer, concerter, expliquer, évaluer, ce n'est pas des mots qui sont dans son dictionnaire. Il ne l'était pas non plus pour Nicolas Sarkozy, qui préférait sur les retraites voir défiler des millions de personnes devant sa fenêtre à l'Élysée que d'entendre les organisations syndicales ou même l'opposition. L'opposition, elle était d'ailleurs méprisée pendant ces années-là. Elle a déjà été reçue chez le président de la République. Le Parlement, il était au pied. Le Premier ministre, c'était un collaborateur et non pas un chef de gouvernement comme c'est le cas aujourd'hui. Alors oui, nous sommes fiers de ce gouvernement et du Premier ministre qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir pour lancer la dernière mobilisation finale. Mais je dois dire aussi qu'en quelques semaines, le président de la République a remis la France au cœur du débat international et du débat européen. Qu'avons-nous pas entendu avant sur ce fameux traité Merkel-Sarkozy qui était une obligation,
sur François Hollande qui serait isolé lorsqu'il parlerait du retour de la croissance. Eh bien, nous l'avions dit, non seulement nos amis socialistes et sociodémocrates, mais aussi beaucoup de pays, je pense à l'Espagne qui est dans une situation dramatique aujourd'hui, attendaient qu'il y ait quelqu'un, un chef d'État, qui tape du poing sur la table et qui disent non, c'est pas possible. Cette austérité qui a plombé la Grèce, qui est en train de plomber l'Italie et l'Espagne, nous n'en voulons pas. Il faut réduire les déficits, mais il faut relancer la croissance et l'emploi. Alors, dès le G8, François Hollande, aux côtés de Barack Obama, n'est pas venu à la télévision pour lui dire « mon cher Barack », comme c'était le cas avant, « mon cher Nicolas », comme nous sommes amis. Non, il a parlé, notre président, avec la force des convictions et le résultat, c'est que pour la première fois, le G8 est sorti avec des conclusions qui mettent la croissance et l'emploi au cœur des priorités des pays industrialisés. De la même manière, on nous avait dit, vous voulez ramener vos troupes d'Afghanistan. Ça fait 2 ans que le Parti socialiste défendait cette thèse et l'avait préparée. Et François Hollande, notre président de la République, l'a défendue. Vous allez gêner nos alliés, vous allez être mis au banc de nos alliés à l'OTAN. Eh bien non, chacun a reconnu qu'une position souveraine de la France pouvait s'expliquer. Chacun l'a reconnu et même le commandant en chef des troupes en Afghanistan a dit « Je sais que ça ne posera pas de problème de sécurité à ceux qui restent. Nous resterons pour aider les populations, pour avoir une action diplomatique, pour aider l'administration afghane à exister et non pas pour mener des troupes militaires qui aujourd'hui n'ont plus aucun rôle et qui malheureusement risquent leur vie. » Là aussi, François Hollande a fait passer la parole de la France qui a été comprise. Et puis, il y a quelques jours, en attendant, là aussi le Premier ministre nous en parlera, je pense, le Conseil européen des 28 et 29 juin, eh bien, le président de la République française a obtenu que la croissance et l'emploi, mais aussi que le sujet des eurobonds qui permettent d'emprunter sur les marchés financiers pour investir en Europe, pour relancer la croissance, soit sur la table lors de ce Conseil européen. Alors, tout n'est pas joué. Madame Merkel est pour l'instant plutôt dans un corner, alors que d'habitude, elle était au cœur du jeu avec Nicolas Sarkozy. Mais rien n'est gagné. Mais les choses avancent. Quand il y a de la détermination, quand au lieu de s'agiter et de faire des coups de menton, comme le faisait le président précédent, nous avons un président de la République qui montre un cap, qui montre la volonté, mais qui en même temps débat en respectant nos partenaires, eh bien les résultats sont là. Il va falloir continuer, mais c'est aujourd'hui autour des propositions de la France que l'Europe s'engage et non pas sur l'austérité comme c'était le cas il y a quelques semaines. Et puis, permettez-moi aussi de dire combien j'ai été heureuse d'entendre notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, dire haut et fort que Bachar el-Assad était un assassin, qu'il devait quitter son pays, que la Cour pénale internationale devait être saisie et qu'il fallait renforcer les sanctions. Jamais M. Juppé n'était allé jusque-là. Et j'ai été heureuse de voir que le président de la République française, avec M. Poutine à ses côtés, travaillant pour faire avancer la position de la Russie et de la Chine qui s'opposent aujourd'hui à intervenir fortement contre Bachar el-Assad, eh bien, notre président a dit à côté de M. Poutine, Bachar el-Assad doit partir et il continue ses efforts pour que la France revienne là aussi un acteur majeur de la paix dans notre pays. Voilà donc ce qui se passe. Alors vous allez me dire, tout va très bien. Non, tout ne va pas très bien. Nous savons que la situation est grave, mais nous savons qu'aujourd'hui, nous avons un cap, nous avons des hommes et des femmes déterminés et nous avons l'envie de mobiliser tout le pays pour s'engager dans ce redressement dans la justice autour du Premier ministre. Les Français sont heureux, peut-être mettre un peu trop, et il faut le leur dire. Oui, l'air est plus léger, mais attendez. Alors, j'ai vu encore des jeunes hier qui me disaient « ça y est, il est parti ». Enfin, ils disent autrement, vous savez comment ils disent. Bon. Et François Hollande est là. Je dis oui, mais il y en a encore d'autres qu'il faut faire partir à l'Assemblée nationale. Hein, et il faut encore un coup de collier pour que le Premier ministre puisse faire voter des lois.
Le changement, c'est maintenant, mais pour que ça ne soit pas fini, il faut une grande majorité à l'Assemblée nationale. Et là aussi, je crois qu'il faut l'expliquer. Tout le monde ne comprend pas. Certains me disent aussi, mais pourquoi vous n'avez pas fait voter les tranches à 45 et 75%? Pourquoi le Premier ministre ne l'a pas décidé? Ah ben parce que ça, c'est la loi. Ah, mais il avait qu'à le faire. Ah ben non, il y a une constitution, c'est la loi. Et pour que la loi puisse être votée, il faut une majorité, il faut des députés de gauche. Voilà pourquoi vous devez voter les 10 et les 17 juin. Si je dis ça, c'est parce qu'il faut le dire et le redire jour après jour pour pouvoir effectivement éviter une démobilisation. Je pense que c'est la seule chose que l'on peut craindre, car la droite, vous l'avez vu, elle est beaucoup plus préoccupée par les ambitions personnelles que par la France. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, c'est l'emploi le matin, l'emploi le midi, l'emploi le soir. Et quant à M. Copé et M. Fillon, c'est moi, l'UMP, l'UMP, l'UMP. Et les Français, pendant ce temps-là, on les oublie. Ils n'ont plus de projet, sauf celui de poursuivre la politique de Nicolas Sarkozy, sans doute en pire, nous le savons. Nous savons que si la majorité leur était favorable, je n'y crois pas, ce serait les 2% d'augmentation de la TVA en octobre, ce serait l'arrêt, enfin le départ de beaucoup de fonctionnaires dans la police, dans l'éducation nationale dès la rentrée, ce serait sans doute un début de privatisation de la sécurité sociale, bref, ça serait la continuité de la politique d'inégalité, y compris sur le plan fiscal. Si nous voulons au contraire que les choses bougent, il faut cette majorité et encore une fois, la droite aujourd'hui, c'est une droite qui est totalement divisée dans ses ambitions personnelles. Monsieur Copé, Monsieur Fillon s'adressant des noms d'oiseaux, Monsieur Juppé se cachant dans le coin en attendant qu'il s'étripe en se disant peut-être que j'aurai le gros lot quand ça sera terminé. Mais pendant ce temps-là, il ne s'intéresse pas à la France et aux Français. Et je dois dire que j'ai regardé ces derniers jours. Le calendrier est un peu cruel pour la droite. Le 23 mai, pendant que M. Fillon déclarait la guerre à M. Copé dans le Figaro Magazine, dans des mots que je n'ose répéter, le chef de l'État, lui, allait à Bruxelles pour convaincre l'Europe d'agir pour la croissance. Le lendemain, 24 mai, M. Copé répond à M. Fillon. Le Premier ministre, pendant cela, donne aux Français son calendrier social, annonce les contours de la conférence sociale de juillet et s'engage à signer le décret qui est depuis signé. Le 29 mai, pendant la réunion du club des amis de M. Sarkozy, ça c'est un nouveau club qu'ils ont créé, eh bien pendant ce temps-là, Jean-Marc Ayrault, lui, annonce la baisse des rémunérations des patrons le même jour dans les entreprises publiques. Et le président de la République annonce un coup de pouce du SMIC à France 2. Le 31 mai, pendant que M. Juppé rejoignait le bal des prétendants de l'UMP en disant « Attendez, ne m'oubliez pas, il y a Copé, il y a Fillon, mais je suis là », eh bien, le Premier ministre et le ministre du redressement productif créent une cellule de lutte contre les plans sociaux. Vous voyez quand même la différence, on comprend pourquoi les Français se sentent mieux ces derniers jours. Dans le fond, les uns sont en déroute pendant que les autres suivent leur feuille de route, et ça aussi c'est important. Répondre, faire ce que l'on a dit, c'est le début de la réconciliation des Français, de tous les Français, avec la politique. Alors ils nous disent, mais je ne vais pas en parler longtemps parce que je pense que vous êtes convaincus, ils nous disent qu'il faudrait une cohabitation. Quand je pense à tout ce qu'ils ont dit sur la cohabitation, c'est à en pleurer. Mais ils nous disent aussi, attention, la gauche va avoir tous les pouvoirs. Quand on sait comment a fonctionné Nicolas Sarkozy, en voulant décider de tout, en traitant son Premier ministre comme de rien, en méprisant, il faut le dire, les corps intermédiaires, en les attaquant dans les derniers jours de campagne, en ne recevant pas les syndicats, en ne les écoutant pas, en n'écoutant pas l'opposition, en méprisant le Parlement, ça nous fait quand même drôle de les entendre dire cela. Mais je crois surtout que les Français ne sont pas du tout... Enfin, ils savent très bien à quoi s'entendre avec eux et je pense qu'ils ne croient pas du tout à ce qu'ils disent. Alors, le dernier argument de la droite, parce qu'ils n'en ont plus beaucoup, ils sont divisés, ils n'ont pas d'autre projet que celui que les Français ont repoussé le 6 mai et ils ne savent d'ailleurs pas quelle stratégie avoir, notamment vis-à-vis du Front National. Et quand je vois que le candidat contre Michel Vauzel dans le Sud, aujourd'hui, a déclaré qu'il préférerait voter pour le Front National que pour Michel Vauzel, nous voyons bien que la droite, aujourd'hui, est dans un état même où le gaullisme, on ne le retrouve plus bien évidemment, mais la République, on la cherche assez souvent et c'est vraiment ça le sujet vraiment inquiétant. Alors ils continuent sur leur stratégie de mensonge. Alors dans le Figaro d'hier, je ne pense pas que vous l'avez lu, j'espère que non pour vous, parce que, bon, évidemment, M. Fillon nous donnait des leçons de morale et de gestion. Alors il faut quand même lui rappeler
que la première décision qu'il a prise, ça n'a pas été un décret pour la retraite à 60 ans ou l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire, c'est un paquet fiscal de 15 milliards avec le bouclier fiscal. Voilà ce qu'il a fait en arrivant au gouvernement, alors qu'il ne nous donne pas de leçons. On ne va quand même pas lui rappeler non plus que la droite a doublé la dette, a eu des records en matière de baisse de l'emploi industriel ou d'augmentation du déficit du commerce extérieur. Non, cela est inutile. Mais quand même, ces leçons de gestion et de morale, je les garderai pour moi si j'avais laissé la France dans l'état où il l'a laissé. Et je pense qu'il ferait mieux de se taire, mais là aussi, c'est sans doute une autre façon de faire de la politique. Nous allons entamer le redressement de la France. Le Premier ministre va en parler. Je n'en dis rien. Je veux simplement vous dire qu'il ne faut pas écouter ce que se passe à droite. Il faut se dire que maintenant la ligne est claire. Le chemin est là pour la France et pour l'Europe. Nous sommes en train de démarrer et nous savons bien que seule une majorité va permettre de faire voter ce que nous attendons, ce que les Français attendent. Une grande loi bancaire qui va séparer les banques de dépôt et les banques de marché qui spéculent. C'est évidemment majeur. La banque publique d'investissement qui va être régionalisée, mon cher Pierre, pour pouvoir aider les PME qui ne sont pas aidées aujourd'hui par les banques. Et elles sont nombreuses ici dans notre région qui ont des projets d'investissement, de création d'emplois qu'elles ne peuvent pas financer. La réforme fiscale, la droite nous dit les impôts cachés, mais c'est quand même hallucinant. François Hollande, dès le Bourget, a annoncé absolument sa réforme fiscale, a même mis dans l'annexe de son projet le changement. Exactement ce qu'il ferait et faire en sorte qu'effectivement les revenus du capital payent les mêmes impôts que les revenus du travail, que l'on touche les privilégiés, les hauts patrimoines, que les petites entreprises payent moins d'impôts que les grandes. Et M. Fillon, toujours lui, ose nous dire « vous voulez toucher les classes populaires et moyennes ». Non, M. Fillon, elles ont été taxées par vous, elles ont été abîmées, elles n'ont rien à craindre de Jean-Marc Ayrault et de son gouvernement, qui au contraire vont leur permettre à nouveau de reprendre un autre chemin dans leur vie. Et puis, il nous faut cette majorité. Parce que vous savez, avant que la croissance ne revienne, même si tout est fait pour la rebooster au plan français et européen, il faut les contrats de génération, il faut les contrats d'avenir, 100 000 dès la première année, autant de jeunes, autant de familles qui reprennent confiance. Pour cela, il faut une majorité à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas en dire plus, je vais en terminer en vous disant que nous parlons beaucoup du redressement parce que les Français sont inquiets. Nous parlons de la justice parce que c'est nous. Nous ne pouvons pas gouverner sans la justice. Mais n'oublions pas les grandes réformes de société que nous voulons faire. Car la droite voulait nous faire croire qu'on ne pourrait plus avancer positivement. Eh bien, quand on parle de la parité, quand on parle de l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, engagement qui sera réalisé, de la sécurité sociale professionnelle, du mariage et de l'adoption pour les couples homosexuels, du droit de vote des étrangers aux élections municipales, eh bien oui, le progrès est à nouveau possible. Ce beau mot qui veut dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, voilà ce que nous faisons derrière notre gouvernement et notre Premier ministre. Voilà, mes chers amis, nous n'avons rien à craindre sauf la démobilisation. Nous avons tout à gagner si nous réexpliquons aux Français l'enjeu de ces élections législatives. Les Français veulent vivre mieux. Ils veulent que notre pays utilise ses atouts pour se redresser. Mais ils veulent aussi, et je suis frappée, moi qui ne fais campagne que dans des quartiers populaires ou dans des zones rurales qui sont souvent loin de tout, de voir que les Français, quels qu'ils soient, même s'ils souffrent beaucoup, s'ils nous disent que la fin de mois commence le 15, qu'ils sont inquiets pour leur enfant, qui est en échec scolaire ou est au chômage en étant diplômé, qu'ils ne savent pas comment payer leur loyer. Ils nous parlent de tout cela, mais ils nous parlent aussi de la France. Et ils ont envie de retrouver la France qui défend ses valeurs en dehors de ses frontières. Et pour cela, il faut d'abord les pratiquer chez soi. Ils ont envie que plus jamais la France ne traîne quand des pays comme la Tunisie l'a fait l'année dernière. La Tunisie se lève et où la France hésite à aller la soutenir. Ils veulent une France qui défend les libertés, les droits de l'homme, la paix. Et ils sont fiers de voir les premiers pas du président de la République et du Premier ministre. Alors, 10 jours pour donner une majorité à François Hollande, la plus forte, la plus cohérente qui soit. 10 jours, 3 jours pour le premier tour. Le premier tour, c'est important, hein. N'oubliez pas qu'il faut qu'on soit au second. Voilà. Et
et 10 jours pour donner effectivement cette majorité qui permettra à la France de faire en sorte que cet espoir qui se lève devienne une réalité pour tous. Voilà, vive la République, vive la France. Bravo Jean-Marc, merci d'être là.